Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2020. L'actualité ne s'arrête pas avec les fêtes de fin d'année, pas plus que l'activité frénétique chez Tesla. Comme d'habitude, le chapitrage est là pour vous permettre de vous rendre à la section qui vous intéresse. Avant de commencer, je vous rappelle que les abonnements à la chaîne sont toujours primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Encore une fois, Nikola Motors se retrouve dans l'actualité et comme toujours dans le rôle peu enviable du mauvais élève. Début 2020, le pourfendeur des camions électriques à batterie annonçait une collaboration avec Republic Services, énorme service américain de collecte d'ordures. Le but était, je cite, de développer et construire le premier camion poubelle totalement conçu pour cet usage sur une plateforme dédiée d'architecture électrique à batterie. Fin de citation. Le 23 décembre dernier, Nikola Motors se retire du projet en annonçant de façon singulière, je cite, qu'après des études préliminaires basées sur plusieurs architectures et technologies, des difficultés inattendues et des coûts non prévus ont abouti à l'arrêt du programme et à l'annulation des commandes de véhicules. En clair, Nikola Motors fait aveu d'incompétence en se cachant derrière une trop grande difficulté à réaliser un véhicule qui existe pourtant déjà chez d'autres constructeurs. BYD dispose en effet d'un tel véhicule en Chine, tandis que les Européens Mercedes et Volvo dévoilent leurs modèles prêts à entrer en production. L'Amérique n'est pas en reste d'ailleurs avec un véhicule opérationnel chez Mack. L'image de Nikola Motors se fissure ainsi encore un peu plus, rendant l'avenir de la société de plus en plus hypothétique. La valeur de l'action dévisse encore de 10% à l'annonce de l'abandon du projet. Si l'entreprise vaut encore virtuellement 6 milliards de dollars en bourse, ses investisseurs lâchent l'affaire les uns après les autres. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il restera quelques actifs pour les rembourser partiellement lorsque le gendarme de la bourse américaine aura rendu son jugement sur les accusations de fraude dont Nikola Motors fait l'objet. Qu'il soit adulé ou conspué, le clan Rockefeller a réellement changé la face du monde au XXe siècle en promouvant, produisant et distribuant le produit le plus important de toute notre économie moderne, le pétrole. Tout d'abord, toute puissante jusqu'en 1911, la compagnie fondée par John D. Rockefeller, la Standard Oil, a été démantelée et morcelée par la loi antitrust américaine spécialement votée pour casser ce monopole. Si le pouvoir de Rockefeller en a été affecté, sa fortune personnelle en a été énormément accrue, permettant à sa famille de réaliser des projets de grande envergure. Rockefeller, de famille traditionnelle puritaine américaine, mettra en place en 1913 la fondation Rockefeller, dont le but est, je cite, de nourrir le monde, de permettre l'accès universel à la santé, de supprimer la pauvreté énergétique et de promouvoir l'équité et les opportunités économiques au-delà de nos frontières. D'autres fondations voient le jour au sein de la famille, comme le Fonds des frères Rockefeller. Soutenues par différentes branches de la famille au fil du temps, les fondations vont s'appuyer sur des actifs industriels issus du démantèlement de la Standard Oil, comme Exxon ou Esso. Petite parenthèse concernant cette dernière société, elle fut fondée pour vendre des huiles et de l'essence en Europe. Certains pays ayant à l'époque un sentiment anti-américain fort, John D. Rockefeller imagina cacher la nationalité de sa filiale sans pour autant renier son nom. Les initiales de la Standard Oil se prononçant S et O, il imagina le nom d'Esso pour masquer la véritable identité de sa filiale, qui fut un énorme succès même dans les pays majoritairement anti-américains. Pourtant, même la famille Rockefeller se diversifie avec le temps et sous la direction de David Kaiser, la fondation a progressivement remplacé les actifs fossiles par des actifs reposant sur le développement durable et agissant contre le changement climatique. Aujourd'hui, ce sont un peu moins de 2% des actifs de la fondation, estimés à 860 millions de dollars, qui reposent sur les énergies fossiles. Voilà un signal fort lancé au monde par ceux-là même qu'on croirait prisonniers des richesses et du pouvoir de l'ancien monde. À méditer pour les autres. Comme Nikola Motors, le serpent de mer de l'Apple Car refait surface en cette fin d'année, avec toutefois certaines précisions intéressantes, mais surtout troublante. En 2014, Tim Cook a annoncé une Apple Car qui s'est appelée le projet Titan. Bien qu'officiellement abandonné, le projet serait encore secrètement développé sous la direction de Doug Field, un ancien de Tesla.
La rumeur est apparue dans une dépêche de l'agence Reuters le 21 décembre 2020. Elle ne présente toutefois aucune source, et les journalistes ayant lancé la rumeur s'appuient sur des témoignages de personnel d'Apple dont l'identité n'a pas été révélée, pour d'évidentes raisons de protection des sources. Reuters précise bien que même ces sources ne peuvent affirmer que l'Apple Car sera produite en interne, mais qu'elle pourrait être présentée en 2021 pour une production en 2024. Soit dans 3 ans. Comme d'habitude. Bien entendu, pour émoustiller le public, l'annonce s'accompagne d'une technologie de batterie révolutionnaire pour dans 3 ans, appelée monocell, qui noirait les cellules dans un ensemble compact, augmentant la densité énergétique et rendrait le pack plus léger. La chimie lithium-fer-phosphate serait de la partie pour rendre l'ensemble moins cher et plus sûr. Ok, super! Mais en fait, il n'y a rien de neuf puisque ces sources décrivent ni plus ni moins que la technologie Roadrunner, rendue publique par Tesla et qui est actuellement en train d'entrer en production. Certains investisseurs importants d'Apple ont d'ailleurs exprimé leur scepticisme face aux révélations de Reuters. Le développement d'un démonstrateur en vue de vendre des sous-ensembles à d'autres constructeurs est nettement plus probable, à l'image de ce qu'avait fait Sony avec la Sony Car. Cela n'a d'ailleurs pas empêché les médias putaclistes de s'engouffrer dans la brèche. Associer les noms de Tesla et Apple dans un même article est la formule magique pour faire des vues à bon compte. Les rumeurs de rachat de Tesla par Apple sont même revenues un moment sur le devant de la scène. Rien n'est trop beau pour rallonger la sauce. D'ailleurs, Elon Musk a bien confessé avoir tenté une approche avec Apple, alors que le développement de la Model 3 était compliqué. Il a toutefois ajouté qu'il ne s'agissait que d'un moment de faiblesse passager. À suivre, mais sans grande conviction tout de même. Autre serpent de mer de l'actualité de cette semaine, l'ouverture des superchargeurs Tesla à des marques tierces. Le 21 décembre 2020, Elon Musk répondait de manière énigmatique sur Twitter à la question du youtubeur connu Marcus Brownlee. Pourquoi plus de constructeurs n'utilisent-ils pas le réseau de superchargeurs Tesla ? Technologie incompatible, ou coût caché, ou orgueil? Avec son style confus habituel, Musk a répondu en utilisant le terme de low-key, signifiant calme, serein, mais aussi ouvert et sans obstacle. Il ajoute également que le réseau de superchargeurs est conçu pour charger toutes les marques. Avec l'incident des superchargeurs européens ayant permis l'espace de quelques heures à tous les véhicules équipés du combo CCS de se charger gratuitement, avec la rumeur d'ouverture du réseau en Chine et l'apparition possible d'un adaptateur Tesla Combo 1 CCS aux États-Unis, il n'en fallait pas plus pour mettre le feu à la toile. La présence d'une prise Tesla dans la vidéo de la présentation de l'Aptera dont nous avons parlé la semaine dernière n'a d'ailleurs échappé à personne, même si je pense que le petit constructeur a utilisé du matériel de récupération plutôt que passer un accord avec les équipes de Musk. Je vous avais également consulté il y a quelques semaines sur l'éventualité de l'ouverture du réseau de superchargeurs. Les réactions avaient été diverses et variées, mais avec une forte dominante pour le rejet d'une telle proposition. Du moins dans un premier temps. Après un moment de réflexion, garder le réseau de superchargeurs fermé aux autres marques ne s'avère plus aussi souhaitable que cela. Acheter une voiture de marque premium n'ouvre pas la porte à un réseau de stations-service dédié. S'il en est ainsi, c'est que le réseau est bien assez vaste pour tout le monde, et que la rentabilité d'un tel réseau dépend de tous les clients, quelle que soit la marque du véhicule. Tesla a développé le réseau de superchargeurs en raison de l'absence de tout autre système simple et efficace et au coût raisonnable. Il a montré la voie aux autres réseaux qui s'installent actuellement et créé une solution fonctionnelle et efficace. Si vous inventez quelque chose de bien, qui plaît et qui peut vous rapporter potentiellement énormément d'argent, le laisseriez-vous en accès privé au lieu de vous en servir pour vous développer ? Elon Musk sait très bien qu'ouvrir les superchargeurs lui permettrait de faire entrer énormément d'argent pour développer son réseau et la marque Tesla à une vitesse jamais atteinte tout en assurant un service du même niveau qu'aujourd'hui. Une telle ouverture accompagnée d'un développement massif des points de recharge signerait la fin de l'ancien monde automobile. Alors pourquoi Musk ne le fait-il pas ? Eh bien parce que Tesla a plus de clients qu'il ne peut en livrer. La limitation de la marque est aujourd'hui dans la production de voitures et non dans les ventes. Produire les bornes et armoires électriques est une grosse opération à une telle échelle et Tesla n'est pas encore prêt. À l'heure actuelle, une ouverture des superchargeurs engendrerait un engorgement des stations et rendrait les Tesla moins attractives. Lorsque le constructeur de Fremont aura réussi la transition vers les nouvelles batteries Roadrunner et ouvert ses usines de superchargeurs en Chine et en Europe, il aura réuni tous les éléments pour faire exploser le nombre d'installations de ces stations dans le monde entier.
Musk ouvrira alors le réseau de superchargeurs à tous et ce sera le début de la fin pour les constructeurs traditionnels et pour l'ancien monde automobile. Et c'est ainsi que se termine la dernière vidéo de l'année 2020 du Choucroute Garage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route, à bien fêter Nouvel An, attention sur les routes, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous le 1er janvier pour la prochaine vidéo du Choucroute Garage. Salut à tous!